Ce programme raconte la rencontre entre un cinéaste animalier et un pêcheur, tous deux passionnés de carpe. Indiquez-moi où se trouvent les poissons et je vous donnerai une centaine d'appâts pour les prendre. Là, c'est pareil, à partir du moment où tu as trouvé les carpes, tu as toutes les chances de faire de très belles images. Au-dessus ou au-dessous de l'eau, les carpes sont belles. Le mucus, c'est quelque chose qui, pour elles, est très important. Elles s'en servent par leur ligne latérale, en fait, pour détecter les vibrations, pour détecter les mouvements d'eau, les pressions, les débits. On en saura plus sur la carpe. On l'a, ce poisson de beau calibre, là, Yann. Une des espèces les plus convoitées. Bientôt, en exclusivité sur Seasons. Je connais un jeune retraité qui est devenu un mythe pour des générations de chasseurs sous-marins. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours, probablement parce que son nom de famille est lié intimement à l'histoire de la chasse sous-marine. Plus qu'un nom, c'est une lignée qui se mesure à un palmarès et une notoriété internationale. Un personnage qui force l'admiration des hommes-poissons que nous sommes, de l'homme-poisson que j'étais. Tant qu'on n'est pas arrivé à se relâcher complètement en descendant, à trouver le relâchement, la chute libre, le laisser aller comme ça, le lâcher prise, je dirais même, quand on descend, c'est du lâcher prise. Plus que sa capacité à prendre des poissons dans les grandes profondeurs inaccessibles à la plupart des chasseurs, c'est sa motivation et son envie toujours intacte, année après année, qui m'impressionnent maintenant. Chaque nouveau jour de pêche l'anime, comme si c'était le premier. Chaque tombant ou éboulis qu'il connaît comme sa poche l'excite comme s'il le découvrait pour la première fois. Je l'envie d'être capable de prendre toujours autant de plaisir à pêcher depuis plus de 50 ans. Mais comment expliquer la longévité d'une passion? Là où certains, après une vie bien remplie, raccrochent le fusil, d'autres, comme Bernard Salvatori, continuent de vivre intensément, à nourrir le même amour de la chasse ou de la pêche. Ce documentaire va s'attacher à explorer à travers cet homme les secrets d'une passion. Pour nous éclairer sur ce qui anime Bernard avec tant d'ardeur, j'ai demandé à sa famille et à ses proches de nous accompagner et de nous parler de lui. Je vous présente ses filles, Emma et Pia. Son ami Pierre Cholet, fidèle depuis 40 ans. Son coéquipier Bruno Noguera, qui partage le même goût pour la pêche profonde. Et Julien Collet, son ami journaliste. C'est en Corse que sa famille prend ses racines. C'est donc tout naturellement dans l'île de Beauté que Bernard Salvatori s'est installé pour couler une retraite hyperactive. Sa vie professionnelle a été bien remplie. Professeur d'éducation physique, moniteur de ski, il a enseigné à Paris, Marseille, puis Montpellier. C'est en Balagne, sur la côte nord-ouest, entre Île-Rousse et Calvi, qu'il a posé sa maison, précisément à Algajola, un joli village, les pieds dans l'eau, bordé par une grande plage de sable blanc. La famille Salvatori est originaire de Cateri, un petit village perché au-dessus d'Algajola. C'est ici que Bernard a passé pratiquement toutes ses vacances depuis son enfance, au pied du fortin génois. Nous sommes au début du mois de juin. L'été est déjà là. Nous avons rendez-vous à la Punta San Damiano, qui abrite un petit port à l'abri des vents d'ouest dominants. Ça n'existe plus, ça, au Bercy.
Julien Collet, qui partage la même passion avec Bernard, aime bien l'accompagner de temps en temps. Il n'hésite pas à faire la route depuis Bastia pour venir le rejoindre. Les occasions sont rares, mais tellement précieuses. Beaucoup aimeraient être là, sur ce bateau, à sa place. Pourquoi? Julien a son explication. Bernard, d'abord quand j'étais gamin, moi c'était mon héros, son père c'était mon héros, puisque moi j'ai découvert pratiquement la chasse sous-marine à travers les hors-séries Duc des Sceaux, qui sont des revues qui avaient fait des espèces de guides pour la chasse sous-marine, écrits par son père et par Bernard. Et puis voilà, dans les années 90-80, quand on était passionné de chasse sous-marine et qu'on aimait l'équipe de France, le côté compétition, le côté sportif de ce sport, qui est aussi extraordinaire, enfin moi j'ai toujours trouvé extraordinaire, Bernard, moi il avait 15 ans de plus que moi, il a toujours 15 ans de plus que moi, et il était champion de France, il était vice-champion du monde, il allait au championnat du monde disputer la gagne avec les Italiens, les Espagnols. Pour nous c'était un type extraordinaire. Et puis bon, c'était le fils de Tony Salvatori, lui-même champion du monde, le gendre Duc des Sceaux, lui-même champion du monde. Enfin voilà, c'est une famille qui a créé aussi une marque, qui a créé du matériel et qui nous a tous tirés vers le haut. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on était super reconnaissants parce que ce matériel, il a fait avancer le sport d'une manière extraordinaire. Tous ces personnages entretiennent les mythes et les légendes de la chasse sous-marine. Une notoriété et une image, je crois, plus durables que celles qui se construisent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Enfin, l'avenir le dira. Ce que Bernard est devenu est le fruit de sa passion pour la chasse sous-marine. Or, toute passion finit par s'émousser plus ou moins vite, et c'est compréhensible. Mais chez Bernard, elle semble intacte, comme au premier jour, et cela ne surprend pas que moi. C'est un champion, c'est un vrai champion dans le sens où tu le rencontres, t'es chasseur, tu discutes avec lui, jamais tu sens... Si tu connais pas Bernard Salvatori, tu repartiras de là, tu sauras même pas que t'as serré la main à un des plus grands chasseurs d'Europe, quoi, qui est aimé et admiré par les plus grands noms que les Amengual, les Mazzari et compagnie, quoi. Enfin, et peut-être que les moins de 30 ans ou les moins de 20 ans, voilà, il y a des noms qui ne leur parlent plus beaucoup, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2017, c'est sûr que dans les canons des médias, etc., Bernard, c'est une légende. Voilà, c'est le mec le plus titré en chasse sous-marine qui chasse encore, voilà, et qui chasse en plus, c'est ça qui est extraordinaire, voilà, qui chasse au-delà de 40, 45, voilà quoi.
Bah, ce qui est merveilleux avec Bernard, c'est que il est comme... il va à la pêche comme s'il avait 20 ans ou 25 ans. Enfin, il ira toujours à la pêche de la même manière, quoi. Comme la chose la plus importante à faire dans la vie. Toujours enthousiaste. Levé à 5h30, 6h, quand il doit aller à la pêche, enthousiaste tout le temps. Poisson ou pas poisson. Tu n'avais pas ce courant? Ça, hein? Bien tiré. Il était comme ça de face. J'ai attendu qu'il se tourne un peu si je vais le manquer avec le sang d'eau fort. Bon, pour moi, Bernard, c'est surtout l'enthousiasme. C'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, ça fait partie du plaisir d'aller à la pêche avec lui parce qu'on rigole toujours et puis on rigole encore plus si on n'a rien pris, je crois. Parce qu'on se fout de notre gueule, chacun. Mais voilà, ça fait partie, je crois que c'est l'enthousiasme, la bonne humeur. Ben, c'est sa passion, c'est la passion de sa vie. Hein. Je pense qu'il aimera ça toujours autant. Hein. Avec ou sans compétition, parce que voilà, sans la compétition, il aime toujours autant ça. Avec ce qu'il a pu capturer comme poisson dans sa vie, tous les endroits où il a pu pratiquer la pêche sous-marine, c'est assez extraordinaire. Voilà, il est toujours enthousiaste, hein, avec un enthousiasme débordant. Il veut y aller, donc c'est extraordinaire. Un enthousiasme qu'il sait communiquer aux autres. Tous s'accordent à le reconnaître. Il l'apprécie aussi pour ça. À la pêche, il n'a pas d'état d'âme. En tout cas, il ne laisse rien paraître. Tout doit être plaisir. Il sait au fond de lui que le désir est indispensable pour nourrir sa motivation, ses émotions. Il a su entretenir cette passion pour ne pas qu'elle s'échappe. Il a su créer les conditions pour que chaque sortie en mer soit un plaisir renouvelé. Il y a beaucoup de chasseurs qui, arrivés à un certain âge, on va dire passé 55-60 ans, vont avoir tendance à avoir moins envie d'y aller parce que leur capacité leur capacité tout simplement, ou leur entraînement, leurs conditions physiques, ne leur permettant pas d'arriver à faire les mêmes choses qu'auparavant, ils prennent moins de plaisir, voilà, et finalement ils arrêtent de pratiquer. On fait ce qu'on aime et ce qui nous fait du bien. Mais lorsqu'on n'en retire plus les mêmes satisfactions, on se pose des questions. Soudainement, un équilibre de vie, ces aléas renvoient la passion au second plan. Plus fréquent est une lassitude qui s'installe insidieusement jusqu'à l'extinction de toute envie. Parce que l'on ne sait pas donner les moyens de renouveler le désir, l'équilibre entre plaisir et déplaisir s'est détérioré. On a moins envie d'y aller. La motivation s'est envolée et on finit par s'arrêter. Alors qu'il suffisait peut-être de continuer à apprendre, à chercher, à se dépasser, à partager et à transmettre pour éprouver de nouveaux plaisirs. Passion amoureuse, passion plaisir et passion sportive sont comparables pour leur côté addictif, même si les mécanismes qui entrent en jeu ne sont pas identiques. La pêche que j'exècre, avec, je sais pas, il doit y avoir un courant, mais c'est la Bretagne, là, c'est la Normandie. L'hélice, elle tourne à bloc, c'est profond, c'est trop profond, c'est trop dur. Donc là, il y a quelle profondeur? Là, il y a 31 mètres, là où pour tirer un bec au fil. Pas terrible, hein. Donc voilà, c'est trop dur, c'est trop raide, on va déménager. On va aller s'installer ailleurs. La naissance d'une passion remonte souvent à l'enfance. C'est d'abord un jeu, une envie d'accompagner le père. C'est encore la découverte d'une nouvelle activité entre copains. Mais à cet âge, on n'a pas encore conscience que ces moments sèment, au plus profond de l'être, quelque chose d'indélébile. Une passion qui permettra à l'homme de dépasser les limites habituelles de son action
en fonction de ses valeurs et de son tempérament. Nos passions caractérisent notre identité. Pour preuve, on nous demande souvent quelle est notre passion. Celle qui permet des échanges et une complicité entre ceux qu'elle anime. Elle est un stimulant pour le développement de nos talents. On dit même que par le plaisir qu'elle procure, elle empêcherait tout ressentiment face à la vie. Bernard Salvatori revient sur la naissance de sa passion. En fait, j'ai toute ma petite enfance, pour ainsi dire, mon père a été amené à ne pas pouvoir travailler en Corse, donc il est allé travailler sur le continent à Marseille. Et lui, il chassait beaucoup. Il travaillait à France Télécom. De ce fait, il travaillait la nuit. Et j'ai le souvenir des combinaisons qui séchaient. Et le matin, après son travail, il allait à la mer. Il avait un rythme fou comme ça. Travaille la nuit, pêche le jour. Et bien entendu, on avait qu'un objectif. L'été, aux vacances, c'était venir chez les grands-parents ici en Corse. Venir ici, et on passait tout l'été ici. Et en particulier à Algajola, ici devant là. Et on faisait des jeux, on était sans arrêt dans l'eau avec un masque, un tuba, à chassauter, à ramasser un truc, à marcher au fond avec des cailloux. Ça, je m'en souviens très bien. Et après, quand j'ai été ado un peu, quoi, je faisais le barcaillot, là, je lui conduisais le bateau, j'allais avec lui. Et après, ça m'a un peu saoulé de faire le barcaillot parce que c'est un métier difficile, et on se fait engueuler. Et puis passer la journée au soleil en mer, c'était pas trop mon truc. Je voulais aller dans l'eau. Et très vite, il m'a mis dans l'eau, et là, je l'accompagnais, je le suivais, je le regardais faire. Et j'ai appris sur le tas. J'ai eu la chance que lui, ce soit un champion. Et je le voyais sortir des gros poissons, des liches, etc. Et puis après, je m'y suis mis, quoi, naturellement. Si tu veux, c'est venu naturellement. Je chassais pas, je les regardais surtout, mais je plongeais sur 20 mètres, tout ça commençait à être bien. Et un jour, il m'a fait tirer un mérou, parce qu'à l'époque, le mérou était autorisé. Il m'a fait tirer un beau mérou à 20 mètres de fond, à la pointe de Spano, à la pointe est de la baie de Calvi. Voilà. Ensuite, il y avait beaucoup de liches, il m'a mené aux liches, chasser des liches, des cérioles. Hein. Et il m'avait monté un fusil magique pour attraper ces grands poissons là. Hein. Parce qu'à l'époque, avec le matériel qu'on avait, les types ils leur faisaient des étoiles, hein. Ils n'arrivaient pas à les attraper. Et on prenait des liches, le soir on allait aux liches et on prenait des liches, le matin des dentis, etc. C'était beaucoup de corbes, de sars, c'était le paradis pour nous. Je pense que c'est une philosophie, une façon de vivre. Ça a été inculqué par son père. Donc il a été certainement élevé dans un environnement où la pêche sous-marine, c'est dans le sang. Et puis c'est vrai que la Corse, je pense que ça développe ça. J'ai baigné dedans, moi. Mon frère était scaphandrier, mon père pêcheur sous-marin, il a été champion de France 4 fois. Il a été champion du monde à Rio en 63. Bon, j'ai baigné là-dedans. Alors j'aurais pu ne pas aimer, tu me dis. Hein. Voilà, c'est ça. J'aurais pu passer au hand, mais bon, quand tu es ici, quand tu aimes la mer, simplement. Ça t'a paru évident. À mon avis, à moins d'être tordu, de ne pas aimer ça, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Hein. Moi, je peux parler de ce qui m'est arrivé à moi et ce que peut-être je transmettrai à mon fils. Je pense que ça s'inculque tout petit et qu'on voit, on voit les choses et on les apprend et puis après elles font partie. C'est complètement indissociable de la façon de vivre.
J'ai aimé chasser dans le bleu profond, partir à la découverte de coins, parce que la bande côtière 0,15 mètres, elle a vite été... il y avait beaucoup de monde qui pêchait, des pêcheurs à la ligne, il y avait tout le monde, les pêcheurs professionnels, il y avait tout le monde qui s'y est... le poisson, il a vite reculé, je dirais. Hein. Et en plus, l'été ici, le poisson, il est de plus en plus profond. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été. Et là, c'était un défi tous les jours, quoi. On les voyait, mais on ne pouvait pas les prendre. Alors il a fallu qu'on trouve des astuces pour arriver à plonger de plus en plus profond. Là, je fais juste une apnée, une très bonne pierre. Je suis déjà passé les verriers. Après, il y a peut-être une pierre avec une mostelle à côté. La Corse est un paradis où Bernard continue à prendre du poisson malgré les interdictions qui limitent de plus en plus les possibilités des pêcheurs. Ce somptueux décor poissonneux, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Il y a forcément autre chose qui explique la longévité d'une passion. Okay. Alors maintenant, tu sais, il faut couper la queue du poisson. Là, c'est difficile de mutiler ce poisson. Mutilation, hein. C'est pas beau de faire ça, mais bon, c'est obligatoire. Alors voilà, j'essaie d'arracher un peu la truc, là. C'est une horreur. Hein. Ça me plaît pas de faire ça, moi. Hein. Voilà. Mais c'est sûr que pour lui, en fait, lui, il continue à voir des choses extraordinaires. Parce que quand on descend à 35, 40 ou 45 mètres, on tombe nez à nez avec des scènes sous-marines complètement extraordinaires. Que les autres peuvent voir dans moins de fond, s'ils connaissent bien et s'ils sont là vraiment le bon jour. Mais c'est sûr qu'une bonne partie de son plaisir et de sa motivation, ça tient au fait qu'il continue à pratiquer à un tel niveau que le plaisir, il est là. Il est là encore, et puis il est là pour longtemps. J'ai toujours pris autant de plaisir à l'apnée qu'à la prise du poisson. Ça paraît con, hein, mais les sensations que tu as en apnée, quand tu es en forme, quand tu descends là comme ça, que tu remontes, que tu es bien, tu vois, quand tu n'es pas dans le dur, eh ben, là, tu prends largement autant de plaisir à plonger profond. Et moi je dis que prendre un poisson à 40 mètres, eh ben, j'ai 100 fois plus de plaisir que de prendre un poisson dans 3 mètres de fond ou dans 10 mètres de fond. J'ai 100 fois plus de... J'ai l'impression, tu vois, que je fais un geste sportif. Tu t'orientes dans l'eau, tu glisses tu planes dans l'eau, tu voles dans l'eau. À des 10 mètres de fond, tu l'as pas. Hein. C'est pas le temps. Hein. Même 20 mètres, tu l'as pas.
est déjà coupé, tu as vu? C'est moi qui l'ai coupé la pêche. Ah, d'accord, je le suis bien. Tu sais qu'ils étaient tous debout. J'ai vu. Le mot passion, c'est un peu galvaudé, hein. Passion amoureuse, passion de ceci, tout le monde est passionné à notre époque. Qu'est-ce que c'est pour toi les symptômes de la passion pour la chasse sous-marine? Parce que bon, toi tu es passionné, t'en connais. Les symptômes, c'est que quand ça fait 3 jours qu'il y a mauvais temps, que tu regardes la mer, le 4e, tu y as. Même si tu sais que les conditions ne vont pas être au top, parce que souvent ici, après le gros vent de l'ouest, le gros libetch où il y a du courant d'est, tu as envie d'y aller quand même. Tu y vas, quoi. Que l'eau soit C'est sale. nul, mais tu y vas. D'accord, hein. Et alors, moi, ma question, c'est, ça fait 50 ans que tu pêches là. Le matin, quand tu démarres le bateau et que tu sors là, et que tu arrives ici, qu'est-ce qui t'excite? Tu connais pas tout par cœur? Non, on ne connaît pas tout par cœur. C'est sûr qu'on ne connaît pas tout par cœur. Celui qui dit je connais par cœur, ben, il n'ira pas loin. Parce que la mer, elle est grande. Hein. Moi, j'ai 1000 points en Corse dans mon GPS. Mais mon but, c'est chaque fois, c'est de chercher de nouveaux coins. Parce que je trouve que c'est ça qui t'excite. C'est ça qui m'excite, c'est autant. Je rêve toujours de trouver le Graal, tu sais. Et j'y crois et quand on cherche, on trouve. Je me suis aperçu, quand on passe du temps, il faut savoir sacrifier dans une sortie de pêche du temps à chercher. Si on ne fait pas ça, au bout d'un moment, on épuise tout. Et on répète toujours les mêmes coins, c'est pas bon de faire ça. Il faut toujours trouver de nouveaux espaces. Donc là, en fait, sur ces quelques kilomètres carrés qui ont été visités par Tony, que tu visites depuis 50 ans, même dans 25 mètres d'eau, ça t'arrive de trouver une pierre avec, exactement, ça avec mérou, corne, mostel, tout ça. Chaque année, je trouve des coins magiques. Chaque année. Ouais, moi, il y a des coins, il y a des pierres de mon père qui sont encore excellentes. Hein. Et chaque année, elles sont bonnes. Hein. Chaque année, je les visite une fois, 2 fois, et chaque année, je suis surpris. Hein. Et cette année, je sais où je vais en trouver. En plus, je regarde mon GPS et je regarde où j'ai beaucoup de pierres. Hein. Là, j'ai beaucoup de pierres. Je me dis, comment ça se fait que là, j'ai rien? C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Que là, il y a du poisson, là, il y a du poisson, puis là, il n'y a rien. Donc, je me mets à chercher là. Je me mets à chercher. On a l'impression qu'on perd du temps parce que les gens, souvent, ils vont à la mer, ils veulent que ça aille vite, prendre un poisson, vite tirer, tout ça. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est compliqué. Hein. Il faut se mettre, quand il y a des bonnes conditions, comme aujourd'hui en particulier, de l'eau claire, pas de courant, là c'est un jour à chercher aujourd'hui, ouais. Sacrifier une journée à chercher. Parce que obligatoirement, ça va payer, c'est obligatoire. C'est rare qu'on ne trouve pas quelque chose. Voilà, puis ce qui est fascinant, c'est que non seulement à 65 ans, à force de répéter toujours qu'il a 65 ans, mais c'est quand même étonnant parce qu'il a la même passion, il a la même envie. Et puis voilà, il fait des choses extraordinaires. Il pêche entre 45, 50, 55 avec Bruno et Patrick. Ils font des choses qui sont quand même assez démentes, quoi. Donc ça reste un maître. Voilà, c'est un maître. Un maître pour qui la chasse sous-marine ne saurait se résumer à la seule prise de poisson. La dimension sportive est très importante pour Bernard. Depuis son enfance, c'est un sportif accompli. En plus de la chasse sous-marine, il a pratiqué la natation, le volley, le ski et le vélo au niveau compétition. On devine là son envie de se dépasser. Il ne se contente pas non plus de visiter les 1000 pierres secrètes. Il cherche encore la plus extraordinaire de toutes. Enfin, cette passion n'a que plus de valeur lorsqu'elle est partagée avec l'autre sur les mêmes objectifs, avec les mêmes motivations. C'est vrai qu'il y a une forme de pêche qu'on pratique avec Bernard et Patrick, où c'est vrai que si on n'est pas tous les trois, ou même quand on n'est que 2 sur 3, c'est pas aussi faisable que si on est 3. Cette pêche-là, c'est vrai que si on n'est pas ensemble, c'est quasiment pas pensable. Hein, je parle de profondeur très conséquente. Et eux, ils imaginent toujours que je suis comme avant. C'est-à-dire, Bernard, regarde, va tirer le poisson, là, va faire ci, va là, va ci. Ouais, mais c'est difficile. Ils réagissent comme il y a même 10 ans. Mais je le fais. Je le fais, j'y vais, je le fais encore. C'est pour ça que je fais tout ce vélo que je fais là, c'est pour arriver à la saison en forme. Mais
Au bout de 3h30, moi je suis carbonisé. Hein. Et en plus, il faut que je récupère. Si je vais 3 jours de suite à la mer, je paye la facture. Hein. Il faut que je me repose un jour. Il faut que je récupère énormément. Avec l'âge, on ne récupère pas comme avant, c'est pas vrai. Maintenant, s'il faut aller à 40 mètres, j'y vais encore facilement. À 42 mètres, j'y vais facilement. Hein. Mais je ne vais pas y passer 5 heures. Voilà. Si on cherchait une explication à ce qui me permet d'entretenir cette passion, je crois que c'est la volonté de toujours progresser et de mettre au point n'importe quoi. Très peu le matériel, mais c'est surtout de chercher des endroits et des façons de chercher. La technique m'intéresse et c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'on pouvait apprendre de chaque sortie. Même quand je débutais, je pêchais à la palme, j'avais l'impression que si j'étais capable de retirer de cette sortie ce que j'avais mal fait et que je ne le faisais plus jamais dans ma carrière, forcément, petit à petit, par un effet cliquet, je progresserai. Un plateau où on peut pêcher à la dérive. Partout là, tu peux pêcher à la dérive. On va pêcher à la dérive. Attends, c'est des petits, ça me... Tiens, prends le fichier, je vais te faire plonger sur un sec à côté qui n'est pas très profond. Quand il faut que je largue. C'est farci de courant. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont on gère le bateau quand on fait de la pêche sous-marine. On peut croire que c'est très simple, mais en fait non, ça l'est pas du tout. C'est lié un peu à ce qu'on partage avec Bernard. Et je pense qu'il y a une forme de plaisir qu'on trouve dans la pêche sous-marine à faire les choses proprement. Hein, c'est-à-dire une sortie où on va emmêler la corde de la bouée dans le moteur, elle est un peu gâchée quand même. Il faut le reconnaître. Il y a toute une forme d'excellence qu'on va chercher dans l'organisation de la pêche sous-marine qui fait partie du plaisir. Hein, et donc c'est absolument pas forcément la profondeur en nombre de mètres ou la durée de l'apnée, ça compte pas du tout en fait. Hein. Par contre le fait de pêcher entre guillemets proprement, sans s'en mêler, je crois qu'il y a beaucoup de plaisir qui vient de là. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il apprécie, qu'on fasse les choses de manière organisée. Et ça peut paraître paradoxal, mais on n'est pas tout à fait dans l'improvisation quand même. Même si on fait que de la pêche sous-marine pour s'amuser. Il y a vraiment un aspect sécuritaire qui est terrible, et ça crée des liens forts. Des liens très forts de confiance. Par contre, mes équipiers, comme j'ai eu Jean Denis pendant 20 ans, c'était vraiment de la chasse sous-marine en équipe. C'est-à-dire on chassait l'un pour l'autre. Et avec Bruno Noguera et Patrick Poch, c'est exactement la même chose. On chasse l'un pour l'autre. On est attentif à l'autre. Moi, je m'occupe de la sécurité de l'autre. Quand je vois un beau poisson, un truc qui se met dans un trou ou quoi, si c'est pas moi qui le prends, c'est lui qui le prend, c'est exactement pareil. Je l'envoie, je balise, etc. Je ne vais pas essayer de prendre un risque pour lui montrer que c'est moi qui l'ai pris. Ça me saoule un point, mais ça m'a toujours saoulé. Mais si je ne voyais pas la possibilité de partager la pêche sous-marine
avec des amis, là je me poserais des questions. Il se trouve aussi que j'ai un fils que j'initie, que j'emmène à la mer depuis qu'il est tout petit. Pour l'instant, qui pêchote au bord et puis qui pêche à la canne en m'attendant. Et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Je ne vois pas ce qui pourrait me pousser à arrêter tant qu'il vient en mer avec moi. Il faisait partie des quelques chasseurs des générations d'avant qui nous tendaient la main, qui étaient prêts à nous apprendre, qui nous boostaient, qui nous poussaient, moi à mon petit niveau. Et après Bernard, ce qui a été très important, avant que la chasse sportive en France ne s'arrête, avant que l'équipe de France ne s'arrête, mais ce qui a été très important, c'est que Bernard, il a donné beaucoup de son temps, il a été capitaine de l'équipe de France, et il a généré une vraie école française. Je pense que ce qui est important dans la pêche sous-marine, pour continuer à pratiquer jusqu'à 50 ans, 60 ans, c'est d'être dans une forme de transmission. Donc moi je pense que vraiment il adore transmettre et partager sa passion. Et en plus il la transmet, je pense, très bien parce qu'il donne le goût aux gens d'y retourner. Dès qu'il y a des jeunes qui sont passionnés, qui adorent ça, il se régale de les amener, de les faire progresser, de leur apprendre des choses, transmettre. Il n'a pas eu de garçon, c'est dommage, mais il apprend aux autres. Voilà, maintenant ça c'est ça qui lui plaît. Voilà, il est très enthousiaste et puis il adore montrer voilà, tout ce qu'il sait faire et même faire progresser les gens. Ça, j'ai l'impression que ça lui plaît aussi de voir que voilà, les gens qui vont régulièrement avec lui, s'il progresse un peu, il est content de voir que ça marche. À Île-Rousse, j'ai un jeune que je connais depuis qu'il est gamin, qui est capitaine de pompiers, Stéphane Orticogne. Eh ben, il est bourré de qualité, en particulier en apnée, c'est un bon chasseur, il a le nez fin, il est extra, et il apprend très vite. Et il a un équipier qui s'appelle Alex aussi avec lui, et je les forme, je les corrige, des fois je me mets un peu en colère avec eux, mais ils aiment ça et ils progressent très vite. Ça me fait une autre motivation aussi. Moi, dans mon métier de reporter, j'ai eu la chance de côtoyer, de rencontrer d'autres grands champions, d'autres personnes très titrées. J'en ai pas rencontré beaucoup qui soient aussi accessibles, aussi simples, aussi passionnés que Bernard. Il est super généreux, hein, tous les gens qui lui demandent de sortir, il les emmène, il est coach, il les surveille, il va leur montrer tout un tas de choses. Et moi je me suis aperçu qu'après 60 ans, on peut progresser encore. On peut apprendre. On peut apprendre. Et moi, il n'y a pas de vérité établie. Il y a toujours quelqu'un qui peut dire « Putain, celui-là, c'est incroyable ce qu'il fait », parce qu'il y a des cas comme ça, des rencontres, qui permettent de voir autre chose et d'évoluer. Superbe action de chasse. Ah.
Tony Salvatori a joué son rôle de père. Quel meilleur professeur pour apprendre la chasse sous-marine? Un autre homme a joué un rôle très important par la suite dans la formation de Bernard. C'est Jean-Denis Commère. Il fut son mentor et son coéquipier pendant 25 ans. Mais cette passation de témoin s'est faite suite à un drame familial, comme nous le révèle Bernard. Mon père, il chassait avec Jean-Denis Commère. On a eu un drame dans la famille, mon frère qui était scaphandrier décédé en travaillant à Comex. En tant que scaphandrier en 75. Puis là il a pris un coup et là il a eu du mal à se remettre et après il commençait à avoir un peu d'âge et il avait du mal à suivre le rythme de Jean-Denis. Un matin il lui a dit « Demain ne viens plus me chercher » comme ça, c'est incroyable. Il a dit « Demain ne viens plus me chercher ». Jean-Denis il a dit « Ça va, qu'est-ce qu'il me raconte Tony ?» Et le lendemain il est passé « Non, non, je t'ai dit de plus venir me chercher ». Terminé. Il n'est plus à la mer. Il a déposé les armes. Mais Jean-Denis Commère, c'était un phénomène de la pêche sous-marine à l'époque. Et il a dit donc à Jean-Denis, écoute, occupe-toi de Bernard. Il ne voulait pas que je chasse seul, parce que j'avais des qualités. Je pêchais profond. Et on a fait le tandem avec Jean-Denis, la paire, pendant 25 ans, on a pêché ensemble, partout. Partout en Corse. Pas qu'ici, partout. Hein. Et on a progressé mutuellement. Il m'a appris la grosse technique. C'est lui qui m'a tout appris, la grosse technique de base pour de la chasse profonde. Et après, tous les deux ensemble, on l'a amélioré. On l'a sans arrêt amélioré. En plus, moi, quand j'ai commencé les compétitions internationales, j'ai rencontré des étrangers, j'ai appris des autres, parce qu'on apprend toujours des autres. Hein. Parce que quand on est dans son coin, on est nul dans son coin. Hein. J'ai appris beaucoup et on a échangé des techniques, du matériel, etc. Et voilà, c'est comme ça en fait. Très naturellement. Après, je pense que pour lui, le podium était très important parce qu'il avait les capacités d'y arriver, d'arriver à prendre des poissons profonds, de prendre des gros poissons. Et je sais que mon père a toujours été très ami avec les autres chasseurs sous-marins qui chassaient à son niveau. Donc il n'y avait pas d'esprit de compétition au point d'avoir des animosités, de se détester, de se tirer la bourre, tout ça, je pense pas. En fait, moi j'ai eu une chance terrible, c'est que les championnats du monde auxquels j'ai participé se sont faits que ce soit au Baléares ou en Sardaigne, ou les compétitions, ou à Minorque, mais les Coupes d'Europe à Minorque, ou en Sicile, le championnat d'Europe où j'avais fait 3e, etc. Ça s'est fait sur les mêmes eaux que la Corse, avec les mêmes poissons, les mêmes techniques, etc. Et donc j'étais pas dépaysé. Il fallait pas que je m'adapte à des poissons, etc. Quand on va faire un championnat du monde à Tahiti, c'est différent. Ou en Norvège, ma foi, ça n'a rien à voir. Il faut qu'on réapprenne tout, quoi. Et là, moi, j'ai eu cette embellie. Et bon, j'en ai profité. Moi, j'ai pas gagné le championnat du monde, tout ça, mais j'ai fait 3e, j'ai fait second, mais j'ai quand même plus brillé en compétition internationale qu'en compétition nationale aussi. Parce qu'en compétition nationale, j'ai gagné le championnat de France. Où? Devine? À Solenzar, ici chez moi. Donc tu vois, c'était normal. Hein. Je l'ai gagné ici. Parce que c'était mes eaux, c'était tout ça. Et encore, c'était pas ma zone. Hein, parce que Solenzar, c'est à 250 km d'ici. Hein. Je lui ai toujours connu cette modestie. Il s'excuserait presque d'avoir remporté un titre de champion de France en Corse et de n'avoir été que vice-champion du monde. Cette humilité est probablement l'un des déterminismes qui l'a conduit à maintenir une relation stable avec sa passion. Il a su, par son jugement et sa volonté, maîtriser son inclination pour la pêche sous-marine. Il n'a jamais cédé à la passion exclusive. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est toujours intact.
Je suis persuadé qu'il lui arrive de penser au jour où il raccrochera l'arbalète. Mais il n'aime pas trop s'étendre sur le sujet. Quel regard porte-t-il sur son parcours de chasseur sous-marin lorsqu'il pense au passé? On ne se rend pas compte parce qu'on est dedans, on est passionné. Hein. On le vit au jour le jour. Hein. Quand l'été, on est à la tête sur la météo 3 fois par jour, la météo marine. Ça m'a apporté déjà de manger du bon poisson à la maison. Hein. Priorité. Et puis des rencontres aussi. Hein. Des rencontres. C'était un sport pour moi, hein, vraiment. Les compétitions, c'est des bons souvenirs, des fois des mauvais, parce que des fois on ne brille pas, hein, on fait même complètement dans les choux. Hein. Bon, ça fait partie du jeu. Tout ça fait que on fait la part des choses, mais c'est quand même à l'arrivée, on s'est bien régalé, on a passé beaucoup de temps en mer, sous la mer. Et voilà. Quand il commencera à... Parce qu'on commence tous à prendre des années, je pense que ce qu'il fait encore actuellement, ce qui est incroyable de le faire à cet âge-là, à des profondeurs pareilles, à rester aussi longtemps, pouvoir enchaîner autant de plongées dans quelques heures. Malheureusement, je pense que ça va décliner, hein, c'est obligé. Hein. C'est obligé. Hein. Je pense que c'est pas le fait qu'il y ait moins de poissons ou il y aura toujours l'eau claire et des belles pierres. Tant qu'il pourra tenir son apnée et avoir cette profondeur, il ira. Donc je pense qu'on ne pourra jamais lui demander d'arrêter d'aller chasser. Après, il le fera certainement de lui-même quand il sentira que l'âge aidant, les capacités s'amoindrissent. Voilà. Puis il le dit hein, qu'il est quand même moins profond qu'avant et qu'il est plus fatigué. Il y va moins, il est moins acharné. Moi, je renonce à une sortie s'il y a de la houle, du vent et du courant. J'irai quand il fera beau, hein, j'attends, hein, je m'en fous. Avant, il n'y a pas grand-chose qui me faisait renoncer maintenant. Mais avant, ça m'arrivait de sortir, de me planter aussi complètement. Hein. D'y aller, d'essayer, voilà, et terminer, hein, de revenir. Sans m'être régalé, sans... Non, il est raisonnable, il sait, il a conscience quand même de ses capacités. Puis s'il voit que ça tire un peu en remontant, au fur et à mesure, il va pêcher un peu moins profond. Il pratique encore la chasse profonde et on est peut-être un peu plus attentif qu'avant au fait que quand il reste un peu longtemps sous l'eau, ça devient un peu stressant quand on est sur le bateau. Pêcher dans 10 mètres d'eau, ça ne l'intéressera pas. À ce moment-là, il va s'arrêter, il fera autre chose. C'est dans pas longtemps, mais parce que je sais pas, si c'est dans pas longtemps, je sais pas. Quand j'arriverai plus à me régaler, à aller profond, parce que je sais pas. Ça fait longtemps que je le dis ça. Quand j'arriverai plus à aller profond, pour l'instant j'arrive encore. Quand j'arriverai de moins en moins, alors je sais pas, je vois.
Sur Seasons, tout de suite, Steelheads de rêve. C'est l'inverse du chien d'arrêt qui fait pour avoir beaucoup de terrain et qu'on a le temps d'aller